will make him the most powerful handgun in the world. I'm not Clint Eastwood. Salut à vous les amoureux de films d'action. Je sais que vous avez attendu longtemps pour cette nouvelle vidéo du Top 25, et je vous remercie de votre patience. Du coup, je vais vous donner ce que vous êtes venus réclamer, des flingues et des gros durs. Parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans le virilisme cool. Et pour cela, rien de mieux que de revenir dans les années 70. Mais avant, voyons ce qu'il se passait dans le Hollywood des années 60. C'est une grosse période de réorganisation pour les studios. L'âge d'or d'Hollywood touche à sa fin et l'industrie vieillit. La fréquentation des salles est en baisse, le cinéma européen s'agite et le public est séduit par la concurrence, la télévision. Pour survivre, les studios décident de mettre les petits plats dans les grands, à coups de super productions ultra coûteuses et de revenir aux valeurs sûres qui ont fait le succès de la Mecque du cinéma, c'est-à-dire des grands westerns, des comédies musicales, des péplums, enfin tout ce qui peut en mettre plein la vue. Mais les États-Unis subissent une période de trouble. Assassinat de Kennedy, remise en question du gouvernement, violence dans les manifestations et les festivals, meurtre de Sharon Tate, les hippies, le Vietnam, le public a été témoin de grands changements et le cinéma doit s'adapter. Une nouvelle génération débarque avec des films qui vont ébranler les valeurs traditionnelles du cinéma américain. Ce qui aboutira à la fin du Code ACE, règlement moral qui contrôlait le contenu des films pour passer au système de ratification. C'est dans ce contexte que va sortir le film dont nous allons parler, L'inspecteur Harry. Fin des années 60, le studio Universal achète les droits du script Dead Right, un polar qui suit l'inspecteur Harry Callahan dans la traque d'un serial killer en plein New York. Frank Sinatra était le premier choix des studios pour le rôle. Puis circulèrent les noms de Robert Mitchum, Steve McQueen et Burt Lancaster. Le projet est au point mort et Universal vend les droits à ABC Television, mais la chaîne juge l'histoire trop violente pour le petit écran. Ils vendent à leur tour les droits à la Warner qui a besoin d'un succès. Paul Newman est pressenti pour le rôle, mais juge le personnage trop à droite et oriente la production vers Clint Eastwood. Ce dernier accepte le rôle si sa boîte, Malpaso, produit le film et si Don Siegel le réalise. Vu que le scénario s'inspire de l'actualité de son époque, à savoir la traque du tueur du Zodiac, la Warner n'attend pas pour lancer le film. L'histoire commence à San Francisco. Un mystérieux tueur assassine une jeune femme sur le toit d'un building. L'inspecteur Harry Callahan, connu pour ses méthodes expéditives, mène l'enquête et découvre la demande de rançon du tueur, surnommé Scorpion. La ville est en panique, le maire demande à la police d'être en alerte et de tempérer les agissements de Callahan. La suite du film va suivre l'impitoyable poursuite entre Harry et Scorpion. L'inspecteur Harry, ou Dirty Harry en version originale, a tout du projet commercial. Il surfe sur la nouvelle tendance du polar urbain, type Valit, ou la même année French Connection éclute, avec une star à l'affiche. Et il y a un écho avec l'actualité, l'apparition des tueurs en série sur les chaînes d'information. Mais ce serait oublier qui sont les gaillards qui travaillent sur ce putain de film. Devant la caméra, on a bien évidemment Clint Eastwood. Arrivé trop tard pour tourner avec les réalisateurs de l'âge d'or, il fera ses débuts à la télé, notamment dans la série Rawhide, où il rencontrera Ted Post, un de ses premiers collaborateurs. Voyant qu'il aura du mal à faire évoluer sa carrière, il décide de tenter sa chance en Italie, où il fera une rencontre décisive, celle du mythique réalisateur Sergio Leone. Fort de sa nouvelle notoriété, il revient en force à Hollywood avec Pendelet haut et court, premier film qu'il produit avec Ted Post. Puis il fera la rencontre de Don Siegel, avec qui il tournera Un shérif à New York, qui annonce l'inspecteur Harry, et le terrifiant Les Proies. À voir si vous avez le cœur accroché. C'est aussi Siegel qui épaulera son poulain sur sa première réalisation, Un frisson dans la nuit. Derrière la caméra, donc, se trouve Don Siegel, réalisateur ayant fait ses débuts en 1934 chez Warner en tant que chef de seconde équipe, puis monteur. Il fait partie de cette génération avec Sam Peckinpah et Robert Aldrich qui ont fait la transition entre le vieil et le nouvel Hollywood. À la fin des années 50, il devient un des premiers réalisateurs à travailler en freelance, allouant ses services d'un studio à un autre. Il emprunte son style au classicisme américain, mais avec une volonté de réalisme. Il a l'habitude de mettre des images d'archives dans ses films pour brouiller les pistes entre réalité et fiction. Brillant artisan,
Il aura réalisé un des meilleurs films de science-fiction avec L'invasion des profanateurs de sépultures en 1956. Il aura renouvelé l'imagerie du thriller urbain avec À bout portant en 1964, en mettant en scène des personnages à la morale douteuse et une certaine violence à l'écran. Je rajouterai aussi John Milius qui a participé officieusement au scénario. Le futur réalisateur de Conan le Barbare et membre du Nouvel Hollywood était le jeune gars à la mode chez Warner en ces temps-là. Il aura fait beaucoup de réécritures pour le film. Il aura en partie construit le personnage de Harry Callahan. C'est lui qui a eu l'idée de lui faire porter son arme iconique, le 44 Magnum. C'est aussi à lui que l'on doit les meilleures punchlines d'Harry. Well, a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher knife and a heart on. I figure he isn't out collecting for the Red Cross. En raison d'un différend avec la guilde des auteurs, il ne sera pas crédité au générique du film. Par contre, il sera le scénariste officiel sur la suite de l'inspecteur Harry, Magnum Force. Quand le film sort en 1971, il va casser pas mal de codes du film policier et surtout du western. Don Siegel a toujours fait preuve d'un certain entrisme dans ses films. Par exemple, dans Les Révoltés de la cellule 11, il prend le point de vue de détenus de prison pour critiquer les conditions d'incarcération de son pays. L'image du héros flic est assez novatrice, un peu à la manière de Steve McQueen dans Bullitt. Harry Callahan a un look travaillé. Lunettes de soleil, veste de ville, menton carré, stature droite et très poli avec les gens. Le plus de Callahan sera son flingue, arme qui symbolise le caractère brutal et sans concession de son propriétaire. Callahan a toutes les caractéristiques du héros de Don Siegel, le mâle alpha individualiste en contestation contre l'ordre établi, sans attachement familial et qui n'a aucun cercle d'amis. Le tout aidé par la prestation mythique de Clint. Harry hates everybody. Blinders, micks, heaps, fat dagos, niggers, honkies, chinks, you name it. How's he feel about Mexicans? Ask him. Especially Spix. Le réalisateur va filmer San Francisco comme dans un western. Siegel a la réputation de travailler vite et bien. Il pouvait délivrer dans les 50 setups par jour. Il planifiait minutieusement son découpage et ses mouvements de caméra. Il se débrouillait pour ne pas que les studios aient l'idée de remonter son film en cachette. Toute la première partie du film servira à nous impliquer dans le quotidien de Callahan, silhouette stoïque qui règle les problèmes dans les rues de San Francisco. Ses actions sont sèches et brutales. Le flic maîtrise son élément avec une décontraction qui finit de le rendre quasi surhumain. Siegel le filme la plupart du temps dans des grandes rues ou sur le toit des gratte-ciel de San Francisco, comme un justicier qui surveille la ville. Mais dès que Scorpion, le tueur, va se manifester de nouveau, Harry va devoir plonger dans les bas-fonds de la ville. Les décors et les cadrages deviennent plus étriqués, la plupart des scènes se passent de nuit, et nous voyageons dans un San Francisco crade, dangereux et désillusionné. Siegel va profiter de toute la durée du film pour nous faire vivre une descente aux enfers avec un rythme qui ne décroît pas. Comme ce passage où Harry doit parcourir la ville d'une cabine à une autre, moment où l'on découvre la faune nocturne de la ville. Don Siegel va créer l'esthétique d'une époque et opérer une mutation de l'homme de loi américain, passant des plaines du Far West à un milieu urbain. Aidé par la musique jazzy de Lalo Schifrin, qui va aussi instaurer un style propre aux années 70, et qui tranche avec les symphonies du vieil Hollywood. Parce que l'inspecteur Harry est un western. L'action se passe à San Francisco, ville symbole de la ruée vers l'or et limite à la conquête de l'Ouest. C'est aussi une ville qui aura été le berceau de pas mal de mouvements culturels du XXe siècle, comme celui de la Beat Generation, puis des hippies, ou encore la tolérance de la culture homosexuelle. Harry représente l'autorité et les institutions de l'Amérique, à en juger par les nombreux plans où l'on voit les étendards de la justice. Alors que de l'autre côté, Scorpion a son propre badge, celui du Peace and Love. Siegel brouille les pistes et nous rejoue l'éternel combat entre les cow-boys et les Indiens. Scorpion utilise les recoins de San Francisco pour se cacher et frapper comme une ombre, alors que Harry se montre moins subtil et semble courir dans tous les sens pour le rattraper. Comme d'autres réalisateurs de son époque, au hasard son protégé Sam Peckinpah, Don Siegel va faire basculer l'imagerie du western dans la modernité. Le temps de la dernière frontière est révolu, le pays est entièrement civilisé et a laissé place à la domination des grandes villes. Mais le mal se cache à l'intérieur du pays. Scorpion, comme Harry, représente l'échec du système américain. L'interprétation d'Eastwood tranche radicalement avec les figures fédératrices comme John Wayne ou Gary Cooper. Scorpion, comme tout bon méchant, représente ce que Harry a peur d'affronter.
De son côté, Harry est un flic désabusé qui se bat contre le système. Il n'a pas de vie privée et on le voit jouer au voyeur à 2 reprises. Scorpion, lui, libère toutes ses pulsions. Il prend plaisir à tuer, voire même à se faire frapper ou à frapper les autres. D'ailleurs, les interactions entre Harry et Scorpion se font dans une espèce de violence masochiste. Pour appuyer ce propos, le réalisateur oppose 2 scènes. Quand Callahan procède à sa première arrestation musclée, il y a une sorte de complicité entre lui et le braqueur quand il déclame sa réplique. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Mais contre le tueur, il va dépasser ses limites et le tuer de sang-froid. You gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? L'inspecteur Harry a été un énorme carton lors de sa sortie. Clint Eastwood passera de star à superstar et signera pour les 4 suites de la franchise Dirty Harry. Paradoxalement, Don Siegel et Eastwood deviendront la cible des critiques qui les accuseront d'avoir livré un film extrême, voire carrément fasciste. Pauline Kael, critique influente du New Yorker, aura été la plus virulente à ce propos. Personnellement, je pense que les critiques n'ont jamais pu se mettre d'accord sur le cas Eastwood. Quand le gars fait Impitoyable, Sur la route de Madison ou $1 Million Baby, c'est un humaniste au grand cœur. Mais quand il fait Le Maître de guerre, Gran Torino ou American Sniper, c'est un gros beauf réac de droite. Pourtant, Siegel et Eastwood ont été plus que clairs dans ce film en ce qui concerne leur point de vue. On atteste ce passage où Harry écrase la jambe blessée du tueur pour l'obliger à parler. Siegel va préférer éloigner sa caméra puisqu'il condamne le geste du policier. C'est peut-être l'unique fois du film où la mise en scène du bonhomme se remarque, et pourtant, la critique ne l'a pas vu. C'est la grande histoire du divertissement à Hollywood. Ces films sont tellement méprisés des critiques qu'on ne voit pas la portée subversive de telles œuvres. Tout comme le fait que Harry jette son insigne à la fin du film, un geste lourd de sens mais qui n'a jamais prêté à questionnement pendant des décennies. L'héritage de ce film est énorme tant il aura impacté la culture populaire. Déjà du fait que beaucoup de Vigilant Movies ont eu le vent en poupe dans les 70s. Puis plus tard, que ce soit dans le comics, les séries ou les jeux vidéo, où l'on a mis l'accent sur le côté hard-boiled des figures héroïques. Au cinéma, même si le film a fait des émules, je pense qu'aucun d'entre eux n'a réussi à saisir l'ambiguïté du film de Siegel, préférant miser sur un spectacle plus bourrin et où la violence devient banalisée. Mais clairement, le visuel du film d'action doit beaucoup à cette œuvre matricielle. You rotten bastard! Wait a minute! What? I want to do it. I want to do it. What do you mean? You bastard! How does that feel? All right, police officer. This is how we play. It's 9:50, John. The number 3 train is arriving now. I left something provocative on that train, John. Quant à Eastwood, il aura largement appris des leçons de son mentor dans sa carrière en tant que réalisateur. On retrouve la même efficacité dans ses films. Il rendra un hommage posthume à lui et à Sergio Leone dans Impitoyable. Et quand je revois ce monument du polar hardboiled des années 70, avec de la virilité comme on n'en fait plus, je me demande, mais bordel, où est-ce qu'elles sont passées ces gueules ? Quand on avait Lee Marvin, Steve McQueen, Charles Bronson, Jim Brown, Burt Reynolds, Sean Connery ou James Coburn, des vraies gueules de tonton qui te calmaient au premier regard. J'ai fini de faire mon réac, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. A plus tard. You owe it to yourself to live, little Harry. No more lies, girl. Lay some truth on me, girl.